Ah ben, au final, c'est pas terminé, cette histoire de putsch. Oh, ok, faut voir comment ça sera traité. Donc, cet épisode est un petit peu, comme d'hab, la conclusion des 3 épisodes d'intro de saison. C'est toujours pareil. Et c'est cool dans un sens d'avoir une structure similaire de saison en saison pour que ce soit assez familier. C'est un truc que je peux apprécier un petit peu, hein, cette espèce de recherche structurelle. Donc, ça commence sur Ezran, qui retrouve la plupart des dragons du coin de Xadia et leur fait un grand discours juste pour leur dire bah Viren est là et ce serait cool de s'unir pour essayer de le pister et faire quelque chose. Et j'aime le fait qu'il fasse un espèce de petit suspense après son petit discours pour dire oh, est-ce qu'ils vont être réceptifs ou pas, je sais pas trop. Oh, ah. Et oui, bien sûr. Je veux dire, c'est un petit peu une de leurs priorités de faire en sorte que Caravos soit pas libéré. Donc bien entendu qu'ils vont être avec toi pour ça. Mon Dieu, le suspense, je m'y attendais pas. Hein. Oh, heureusement qu'il y avait ça, quoi. Donc ça c'est fait. Et ouais, comme je l'ai dit, le frangin de Janaï, j'étais pas sûr qu'il y ait de suite, mais étant donné qu'on a fait un petit truc dans l'épisode 1, bah, ouais, ça me paraissait assez clair qu'on allait faire un petit peu de truc par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que il est dans le désert et il commence à manquer d'eau parce que voilà, on l'a laissé sans rien, comme une merde une fois de plus. Et il allait crever de soif. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui l'a suivi, qui l'a rejoint en disant je suis un ancien mage qui gardait Luxoria, je sais plus exactement, page ou je sais pas trop quoi, enfin bref, on s'en fiche. Et il dit ouais, je suis avec vous, je vous ai suivi parce que vous représentez ce qu'on veut pour notre avenir, etc. Histoire de dire que oui, il n'y a pas que lui. Donc j'apprécie le fait que vous ayez conservé l'idée qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est pour ce genre d'idéal. Après, il faut voir comment ça va être géré par la suite. Mais ouais, c'est pas trop mal de pas en rester juste là après le petit duel qui a été presque un pétard mouillé à la fin de la saison 4. Voilà, donc du côté de Jana et compagnie, et ben on la voit faire un rêve flashback, un cauchemar flashback plutôt, de sa sœur, ancienne reine, qui s'est faite buter, alors que Aravos lui a chuchoté un truc concernant la mort de leur grand-mère. C'est ça, ils ont leur très très longue expérience de vie, celle-là. Ce qui veut dire au passage que son mariage avec Amaya va pas forcément bien se finir sur le long terme. Elle aura grandi à peine, alors que Amaya sera morte de vieillesse. Ça, c'est un truc qui est assez drôle quand on le considère un petit peu, mais bon. Bref, il y a cette espèce de secret qu'il a révélé à sa sœur avant de la buter, et elle se dit qu'est-ce que ça peut être. Ça va être un petit peu le mystère, donc j'imagine que si vous insistez un peu là-dessus, je vous donnerai une réponse. Même si c'est clair qu'Aravos a fait en sorte qu'elle crève, mais à nouveau, elle n'est pas du genre à faire ça directement par lui-même, donc qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, je m'attends pas non plus à une révélation qui me fasse tomber de mon siège ou quoi que ce soit, mais bon, on sait jamais. Mais surtout, c'est les préparatifs de mariage. Et elle sait pas trop comment gérer certains trucs, et il faut choisir des fleurs, et elle sait pas. Waouh! J'imagine une espèce de façon de rendre les enjeux terre à terre de cette configuration en contraste avec les enjeux plus graves qu'il y a, sans doute. Ok. Mais c'est surtout à ce moment-là que Callum et Raya leur rendent visite et ils sont mis au courant de tout ce qui se passe. Et elles aussi, elles sont mis au courant de tout ce qui se passe seulement maintenant. C'est-à-dire, ah, il y a un mariage, on ne savait pas, on ne nous a pas dit, alors que ça fait un moment que c'était prévu quand même. Il y a, il y a Viren qui a envie, ils veulent réveiller Aravos, ils sont bien partis pour, il ne nous a pas prévenu, c'est que maintenant. Et on en fait un peu des caisses, hein, on passe pas mal de temps à mettre en place ça. Le fait que Kaloum et Raya apprennent pour leur mariage, et le fait que Amaya et Janai apprennent pour Viren Aravos. C'est bien, hein, on a du temps à perdre, apparemment. Juste pour s'informer de ça. Et une fois que c'est mis en place, ils leur font part du fait que la bibliothèque de Luxoria pourrait leur donner des indications pour contrer
Viren et compagnie. Mais Janai dit Luxoria c'est beaucoup trop corrompu, il y a beaucoup des miens qui ont été infectés, c'est un truc de zombification apparemment. Il y a des zombies dans cette histoire maintenant, je ne savais pas. J'ai loupé un truc, ça existait avant, cette espèce de délire de zombies. Je veux dire, à part pour le sort à la con que Viren a fait pour transformer toute sa bande en berserk à la fin de la saison 3, j'ai pas souvenir qu'il y avait ça avant, mais bon. J'ai peut-être loupé un truc, c'est pas impossible, hein, mes excuses à ce niveau-là. Hein. En tout cas, ouais, elle veut que personne n'y aille, parce que c'est trop dangereux. Mais il y a Raya et Kalem, quand même, merde, on va pas se laisser dicter ça, c'est important, donc ils disent on va y aller quand même. Il y a Amaya qui dit ok, je vous accompagne. Hein. Histoire de dire quand même que j'ai un rôle actif dans quelque chose depuis quelque temps. Hein. Et lorsqu'elle en parle à Janai, elle dit ouais, je me doutais bien qu'ils obéiraient pas à mes ordres. Donc protège-les, c'est super. C'est juste un truc, c'est vraiment pour partir là-dessus. Pourquoi tu pouvais pas juste leur dire, avec ce qui s'est passé, je ne peux pas me résoudre à sacrifier d'autres des miens, parce qu'il y a beaucoup de ces gens qui sont morts à cause de la recherche sur Luxoria. Apparemment, ils ont voulu reprendre le coin, ça n'a pas marché. Pourquoi tu leur dis pas juste ça? C'est dangereux, je vous déconseille d'y aller. Mais étant donné que je vous connais un peu, apparemment, durant ces 3 ans, ça s'est passé comme ça, vous irez sûrement et donc j'espère que vous en sortirez. Et Amaya, vu que tu veux les protéger, je te souhaite toute la chance du monde, ce genre de truc, vous voyez. Non, non, il faut qu'on crée du conflit sans intérêt. J'ai pas compris cette partie-là, je vous le cache pas. Mais bon, voilà, c'est 10 au revoir d'un moment entre notre petit couple. Elles sont un peu mignonnes toutes les deux, je dois avouer, mais s'il y a un truc qui me frustre un tout petit peu dans cette configuration-là, c'est le fait que on n'est pas vraiment développé cette relation. Juste à la toute fin de la saison 3, on met en avant le fait qu'elles ont œuvré ensemble, donc il y a peut-être un début de quelque chose qui s'est fait, et paf, on est ellipse, elles sont ensemble, elles vont se marier. C'est super. Il n'y a rien entre les deux. Et c'est un truc qui me plaît dans pas mal de couples, c'est de voir les petites étapes, les moments de rapprochement sincère qui font naturel entre eux, et ce petit éclat lorsqu'ils comprennent, ou elles comprennent dans le cas présent, que la personne face à elle est la personne. Celle avec qui je veux être, celle dont je suis amoureux, amoureuse, voyez. Ça, c'est pas là-dedans et je trouve que c'est dommage, vraiment. C'est ce qui fait que ce couple, en toute franchise, il est mignon sans plus. Alors que je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus fort que ça, en passant plus de temps sur le développement avant ça. Mais bon, à nouveau, elles sont plus vues comme secondaires. En tout cas, Amaya, depuis quelques temps, elle est plus vue comme secondaire. Janai est plus une héroïne qu'Amaya maintenant. Surtout que, vu qu'on va passer pas mal de temps sur son frangin qui va vouloir la détrôner une fois de plus, eh ben, j'imagine qu'on va passer pas mal de temps sur elle, qui sera sans Amaya, pour essayer de lutter contre ça. Limite en n'y arrivant pas. On verra. En tous les cas, on a donc notre groupe qui part direction la bibliothèque avec Amaya. La nerd de service, vous voyez, il y a une espèce de geek qui, elle aussi, parle le langage des signes, qui les accompagne. Et peut-être Graine, si, pas impossible, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Sans doute, également. Est-ce qu'ils seront 5, est-ce qu'ils seront plus, je sais pas. Voilà, donc c'est juste histoire de mettre en place. On est en chemin vers la bibliothèque et on va avoir d'autres compagnons histoire de l'espace d'un moment. Voilà, ça c'est dit. Tandis que donc la partie la plus intéressante, c'est du côté de Viren qui poursuit un petit peu son cauchemar rétrospectif. Un peu moins recherché dans l'absolu que la partie précédente, mais ça reste très efficace. Parce que il revoit donc la disparition de son fils et dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour le sauver, ce qui donc laisse sous-entendre clairement qu'il a fait usage de magie noire pour lui sauver la vie, et donc ça l'a rendu un petit peu monstrueux, hein, gris comme ça, et ça fait peur à son fils dans sa vision de cauchemar. J'imagine que ça s'est peut-être vaguement passé comme ça en vrai, parce que ça donne clairement l'impression, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, que lorsqu'il était jeune et que Viren était un tout petit gamin, il l'a sauvé en utilisant ce genre de magie parce que je sais pas, il était mourant, il a été blessé par je sais pas trop quoi. Est-ce qu'on va passer un tout
tout petit peu de temps à clarifier davantage ça, je ne sais pas trop. En tout cas, ça met bien en avant que Soren fait un peu chier le monde, quoi. Par 2 fois, il a besoin qu'un membre de sa famille lui sauve les miches. En utilisant de la magie noire. Sans ça, il serait soit mort, soit complètement handicapé à vie. C'est bien Soren, hein, tu fais gaffe. Mais bon, après ça, le cauchemar continue et on passe à son autre enfant, Claudia, qui montre qu'elle marche dans ses pas assez directement au début, et puis on la voit devenir adulte, se noyer et se transformer en une espèce de version à nouveau très grisâtre d'elle-même, où elle est prête à aller loin, quitte à abandonner un petit peu son humanité et à perdre ce qu'elle est en fait. Et c'est ce qui fait peur un peu à Viren. Il a peur de l'influence qu'il a sur ses enfants parce que il n'aime pas vraiment ce qu'il est devenu. Et il veut pas que ses enfants deviennent comme ça, dans un sens. Et c'est assez fort, cette façon de montrer cette introspection du personnage. Une fois de plus, c'est largement plus puissant que ce qu'on a fait avec Callum à ce niveau-là dans la saison 2. Donc j'apprécie vraiment ça. En plus, il y a un parallèle pas trop mal, même si un petit peu forcé, dans le monde de la vie véritable, où en passant par des rapides, il y a notre couple qui donc est un petit peu chahuté, et surtout le corps de Viren qui tombe dans l'eau, et Claudia qui plonge pour le sauver in extremis. On fait un parallèle pas dégueulasse, à un moment donné du cauchemar et avec la réalité, où Viren essaye de la sauver dans son rêve, et où Claudia essaye de le sauver sous les eaux des deux côtés. C'est pas trop mal fait, ça. Il y a toujours cette réflexion à la toute fin, où il se dit, est-ce que tous mes choix ont été dictés, et que, au bout du compte, ce qui s'est passé devait se passer quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est toujours un choix? Est-ce que chaque pas, en fin de compte, c'est lui qui décide? Il a un peu ce débat entre sa version jeune de lui-même et sa version actuelle. Et la version jeune semble un tout petit peu prendre le dessus, ce qui lui fait peut-être donner confiance et se sauver de la noyade. Parce que lorsqu'il la ramène... Enfin, lorsque Claudia le ramène sur la berge, eh ben, elle a un peu peur pour lui, il respire plus, et elle pense pas lui faire un massage cardiaque, ou avoir du bouche à bouche, même si ça marche pas des masses, le bouche à bouche, maintenant, mais massage cardiaque, tu connais pas le principe du massage cardiaque? Non, tu vas il lui secoue les épaules comme s'il était endormi, quoi. Non, non, c'est pas ça, comme s'il faut faire, Claudia, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave, il parvient à s'en sortir de lui-même. Et ils sont contents alors qu'ils voient un dragon passer au-dessus d'eux, appuyant qu'ils sont en pleine recherche du groupe. Et il fait pas trop gaffe apparemment le dragon puisqu'il ne les voit pas. Je veux dire, ils sont dans une carrière, il y a quelques arbres à côté d'eux, mais quand même, quoi. Ils sont visibles d'en haut, quoi. Mais apparemment, il a décidé de ne pas regarder au sol à ce moment-là, le dragon. Voilà, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Excusez-moi, c'était un petit détail. Et c'est tant jamais si ça se trouve, l'épisode suivant, on va le voir baisser les yeux et les remarquer juste après. Donc, qu'est-ce que j'en sais? C'est pas trop mal l'épisode. Il y a des moments qui étaient un peu longués pour pas grand-chose. Et oui, je vous cache pas que le petit conflit inutile entre Janai et Callum et Rayla était un petit peu trop pour moi, mais bon. Au-delà de ça, c'était pas mal fait. Ça allait. Ça allait. Hein. Et la fin du cauchemar introspectif de Viren était bien faite, comme la première partie, donc c'est un bon point. Voilà. Je ne cache pas que l'épisode 1 m'avait un peu fait baisser les espoirs, là ça remontait un tout petit peu. Est-ce que ça va rester comme ça? Je sais pas trop, on verra. Hein. En tous les cas, à bientôt pour l'épisode 4. Bye!